pour parler justement de Pharaon. C'est quelqu'un, je crois qu'on vous tous, je l'ai connu, on a tous aimé le Fils du pauvre, touché par cela, mais on n'a pas eu le temps. Je pense que chacun, dans un axe scientifique ou culturel, bien on ne lit pas tout. C'est avec le temps qu'on découvre qu'on ne connaît pas Pharaon, qu'on n'a pas lu Pharaon, et qu'on ne sait même pas qui il était. Alors c'est pour ça que c'est pas du tout un Pharaon. Je vais pas faire un Pharaon du point de vue de la littérature. Donc on a abordé, bon, chacun a abordé un bout, mais moi ce qui m'avait intéressé justement, c'est le Pharaon engagé qu'on n'a pas lu, ou on l'a lu, on n'a pas lu correctement. Hein? Donc je ne vais pas dire, enfin je ne répète pas ce que vient de dire Hassan, il est né en 1913, j'ai oublié, à Tizi Hebel, et que c'est vraiment, je veux dire, ce qu'il a de commun avec Dib, c'est que ce sont des fils du pauvre tous les deux. C'est des gens qui viennent d'une catégorie sociale très très basse. Et comment est-ce qu'il va se former? Comment est-ce que cette situation personnelle, il s'appelle le fils du pauvre, c'est vraiment sa situation. Hein. C'est pas du tout. Voilà. Et le titre qu'il voulait donner au départ, c'est aussi un titre très très, je veux dire, très, très lié à sa condition, c'est Menrad, instituteur kabyle. C'est-à-dire, c'est s'habille dans un village et il n'avait vraiment pas l'ambition d'être un grand écrivain. Et il faut savoir, donc, très très rapidement, hein, il a été élevé dans son village jusqu'à l'âge de 12 ans environ, et il ne va pouvoir faire d'études que grâce à une bourse, tu vois, sinon il n'aurait jamais fait d'études à Tizi Ouzou. Pour descendre de la montagne seulement, c'est tout un problème. Ensuite, c'est grâce à un protestant qui l'accueille, le père Roland, je crois, qui l'accueille chez lui pendant 4 ou 5 ans pour pouvoir faire ses études secondaires. Ensuite, il atterrit à la Bouzarea, à l'école d'instituteur, et c'est là donc qu'il va devenir instituteur. Tout ça me semble, voilà, c'est un peu le classique des gens qui viennent de l'intérieur, qui s'en sortent moins. Donc c'est vraiment un fils du pauvre. Et donc, dans tout ça, justement, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, c'est un type qui va donc enseigner en Kabylie, et la guerre de libération va le rattraper quand il va commencer à donner ses cours. C'est dans un village kabyle, il est instituteur, puis je crois directeur de cette école, et c'est là que, justement, si avant d'être un site avant la guerre, je pense que c'était un homme tout simple qui vivait dans son village et qui était content d'être un instituteur kabyle, justement. Ça s'arrête là. Mais avec la guerre, il va découvrir la guerre. Il sera au centre des tiraillements. Un capitaine pas loin qui venait lui faire du chantage tous les jours pour savoir s'il est avec le FLN. Et le FLN vient le voir aussi, le surveille de très près, pour voir est-ce qu'il ne participe pas, puisqu'il est instituteur, donc il est francophone, donc qu'est-ce qu'il fait avec l'armée? Bon, mais c'est toujours comme ça, en situation de guerre. Et cette situation de guerre va lui permettre justement de connaître, moi je pense, c'est moi qui le dis, de se former politiquement. C'est la guerre qui va lui faire prendre conscience de ce qui se passe, d'un déchirement et d'une situation tout à fait inédite et drastique. Bon. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, son école, c'est un peu un terrain. C'est un peu un terrain. Et il va découvrir justement que cette culture française de l'émancipation, les grandes humanités, eh bien, c'est qu'on va lui mettre une salle de torture à côté. Une salle de torture, il dit, l'école avec un fil rouge. Alors, à chaque fois que j'y pense, moi j'ai envie de pleurer, parce qu'il dit, mais il écrit à la hiérarchie, tout ça en s'impliquant, mais en même temps, en ne politisant pas le propos. C'est ça sa force. Il dit, mais vous me dites qu'on est sous la République française et qu'on garantit aux autochtones l'éducation, mais je constate que, eh bien, je ne peux pas, moi, enseigner dans une école où les enfants marchent dans la boue avec du sang. Il l'écrit, le trouve dans les archives, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout le truc du pauvre. Si ça m'intéresse, c'est pas du tout ça qui m'intéresse, c'est comment donc cet intellectuel qui va se former petit à petit en prenant conscience à partir d'une réalité, et non pas du tout à partir d'écrits. Et ça me semble tout à fait fondamental. Et puis, il fait remarquer aussi
comment se fait-il que petit à petit, il retirait les instituteurs européens pour ne laisser que les indigènes? Et aussi, il écrit, mais moi, je ne peux pas accepter de trouver mes élèves criblés de balles dans le fossé. Je les connais, donc il les connaissait, enfin vous connaissez tous, enfin comment on a été élevé, éduqué, c'est des petits villages, tout le monde connaît tout le monde, et donc pour lui, il connaissait ces gens, il savait très bien que son étudiant, que son élève de 14 ans n'avait rien à voir avec les FLN, c'est de ça. Alors donc Pharaon va être très tôt suspecté justement d'écrire clandestinement pour les jeunes, au village, hein, je dis toujours au village. Et bon, petit à petit, les choses vont se gâter, et on va l'accuser donc en 56 comme un leader local de la grève scolaire. Voilà, donc c'est de sa faute. Donc tout ce qui est du côté de l'Algérie, c'était donc lui. Alors même si, évidemment, il le dit, malgré un positionnement respectueux du devoir de réserve. Donc il a le devoir de réserve, il ne va pas dire vive le FLN ni quoi que ce soit, mais il va dénoncer tout ce qu'il croit ne pas faire partie du droit. Voilà, du droit qu'il conçoit normalement. Et donc son témoignage, c'est dénoncer ce qui se passe dans les écoles, c'est dénoncer justement les gens qu'on arrête pour rien, dont il savait qu'ils n'étaient pas impliqués finalement. Et donc c'est de cette sphère sociale-là, et petit à petit, bien sûr, il va témoigner de l'instrumentalisation du champ scolaire, du ramassage des élèves par l'armée française, et en arrivant justement à leur arrestation pour rien. Et c'est comme ça, les choses vont se gâter, c'est comme ça qu'il va se retrouver à Alger. Il va se retrouver à Alger comme directeur d'école au Clos Saint-Mandrier. Là aussi, on ne va absolument pas, comme on dit, lui foutre la paix. Et il est surveillé, on lui propose à chaque fois des mutations dont il ne veut pas, on veut le promouvoir, il ne veut pas, on veut jusqu'à, je ne sais plus à quelle date, excusez-moi, les dates et moi ça fait deux, mais c'est pas grave, et on va aussi lui dire, on va te nommer conseiller culturel à New York. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc il va refuser tout ça, et à chaque fois qu'on essaie de l'appliquer, lui se rétracter, et c'est comme ça qu'il va se retrouver donc aux centres sociaux finalement, après lui avoir proposé d'être inspecteur, aux centres sociaux que vous connaissez tous de Germaine Clion. Donc c'est comme ça, c'est avec eux, c'est pour ça qu'il va être en fait, oui, parce que les centres sociaux sont très très mal vus, c'est la rencontre, c'est un projet à la fois intéressant, mais d'un autre côté, pour les Français, c'était s'occuper des indigènes, de leur éducation, etc. C'est vrai qu'il y avait tout un programme intéressant en tous les cas, mais de l'autre côté, et bien entendu, par les Algériens, ils pensaient que ce n'était pas assez engagé. Donc voilà. Et voilà, en tous les cas, pour ça, à Alger, donc voilà, c'est de ça qu'il va s'agir durant toute sa vie, jusqu'en 62, au moment où il est assassiné. Donc ça, c'est par rapport à sa vie. Maintenant, par rapport à son œuvre, donc Le Fils du pauvre sera publié en 1950 à compte d'auteur. Personne au départ n'en voulait. Il avait proposé à Charlot, qui ne l'a pas pris. D'ailleurs, il va accuser Jean Brouche de ne pas l'avoir fait passer, mais ce n'est pas du tout le style de Jean Brouche. Bon, bref. Et donc à Alger, le milieu est restreint, il va publier à compte d'auteur. Et puis après, c'est la ville d'Alger qui va le rééditer. À la suite de ça, il va obtenir un prix de la ville d'Alger. Et donc l'une des, je ne sais pas comment il a dit ça, et Pharaon comme homme, encore une fois, kabyle, enraciné dans la tradition, c'est-à-dire il a gardé toutes les valeurs traditionnelles. C'est vraiment l'homme du terroir, un peu comme le premier type. Voilà, il en est encore là. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie l'école laïque. Pour lui, l'école est un bienfait, donc l'école laïque c'est important, donc il remercie l'école laïque d'avoir produit en lui un écrivain. Et évidemment, là ça va être très mal pris par les Algériens, nationalistes à l'époque, les idéologies sont très très fortes. Pour eux, le fait qu'il le dise, c'est comme si c'était un facteur d'acculturation. Donc on va accuser, après, à cet problème, mais surtout après,
Mouloud Feraoun acculturé, et Mouloud Feraoun, en quelque sorte, on ne le dit pas comme ça, mais presque 13 fois. Il aurait dû... Les apprend ça avant voilà, avant l'heure, ce qui est le premier. Voilà. Et donc là, vous voyez un peu, déjà, on voit comment va se dessiner sa vie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, avant d'arriver à mon propos, parce que c'est pour ça qu'on a fait ce numéro, c'est que on n'a pas tenu compte du grand Pharaon, et là je le dis pour Meptoul, La Terre et le Sang, pour moi, c'est l'un des romans magistraux. Il est magnifique. C'est le type qui va observer les travailleurs de la mine. Et dans ce travail-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais même nous, les Algériens, normalement, nous sommes comment dirais-je, dis-moi ce que c'est, département français. Donc on est français avant les autres immigrés. Et alors il découvre qu'on préfère, je sais pas, à son protagoniste, André le Polonais, à l'Algérien. Hein? Donc le Polonais par rapport à l'Algérien, et ce Polonais finit par laisser sa machine et écraser l'Algérie. Tout ça, c'est toute une symbolique. Donc c'est un regard sur l'immigration. Et après, de chemin faisant, on apprend bien sûr que son père était immigré. Il a fallu qu'il émigre pour pouvoir faire vivre sa famille. Tu vois? Et là, il y a des passages un peu comme André aussi, dans ce fils du pauvre. Donc, même s'il n'y avait pas un engagement direct, mais c'est ce qu'ils décrivent qui rend le tableau intéressant parce qu'il décrit une forme de dénonciation implicite de la colonisation. On voit, je ne sais pas si ça existe, mais je pense que ça existe d'ailleurs, l'émergence de l'usurier. En Kabylie, il n'y avait pas d'usurier. Et là, on va voir les usuriers qui vont pressurer les voilà, lui, c'était ça. Son père a tout vendu. Il fallait donc, pour pouvoir rembourser, émigrer en France. Et là, on le retrouve aussi dans la colonie de Mandry. La faim, les gens qui connaissent la faim. Et ce que décrit, je vous dis donc la Terre et le Sang, ce qu'il va décrire aussi de la Kabylie, qui est fantastique, bien qu'il y a des points avec Dip, c'est que il a un regard d'ethnographe, c'est vrai. Et le jour de Kabylie, c'est magnifique. Il vous décrit le marché, il vous décrit le café. Après, il décrit les clans politiques. Il dit en Kabylie, si un est communiste, vous êtes sûr que l'autre est fasciste. Donc, c'est cette société-là qui va décrire de l'intérieur, mais sans aucun phare. Hein. Et il ne cachait rien du tout. Et par exemple, il y a aussi un autre truc, par exemple sur les mariages, sur les rapports chrétiens-musulmans, même si c'est très 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 réduit, c'est le seul qui va décrire la possibilité, l'impossibilité de ces mariages. Et là, je trouve ça complètement, vraiment complètement d'avant-garde à cette époque. Et là, ça va intéresser Galia, pardon. Et bien, moi, je pense que c'est le seul écrivain qui va s'attacher à l'éducation. Il est instituteur, donc son école, comme je vous dis tout à l'heure, est presque un terrain, et il dit, mais dans ce pays, quand je verrai autant de garçons que de filles, eh bien là, on aura réussi. Donc il va le dire à chaque fois, il va décrire les rapports hommes-femmes, que ce soit dans les chemins qui montent, que ce soit dans le retour de Marie, quand elle revient en Algérie, c'est émigré qui revient avec une Française, donc il est tout content au départ, mais quand il revient ici, qu'est-ce qu'il fait? Il trompe sa femme avec une Kabyle. Donc, toutes ces choses-là que nous découvrons 40 ans, 50 ans après, étaient déjà comparables. Et ça me semble tout à fait important parce que le rapport de genre, vraiment, il le dit, mais il le dit en prenant position. Et il a compris que c'est grâce à l'éducation que l'Algérie, dans son engagement, il le dit, moi, j'éduque les Algériens de demain. Alors, ce sont ces élèves qui vont devenir donc des Algériens de demain, et donc il fallait leur donner une éducation digne de ce nom. Voilà, pour ça il le dit. Alors, moi, ce qui nous a intéressés, surtout, et j'avoue qu'il y a parti pris chez moi, c'est le journal. Le journal, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup lu, on va le lire après, ou alors on va le lire de façon biaisée. Mais le journal, justement, l'éditeur lui a changé de titre, et c'est dommage, parce que son journal, il avait appelé, attendez, excusez-moi, témoin à gage, et tiré journal de la guerre de libération de l'Algérie, non pas de la guerre, non,
journal de la guerre de 54 à 62. Donc, voilà. Et là, il va nous écrire un journal, et c'est le premier, c'est le seul qui a tenu un journal pendant la guerre. Et ça me semble tout à fait important. Donc là, je vous dis, si vous le mettez par rapport aux prises de position, par exemple, de quelqu'un qu'on connaît, justement dit qui a commencé déjà très tôt, mais n'est pas encore pendant la guerre, même avant la guerre, donc des prises de position connues dans la presse. On va avoir Kateb Yassine, qui va aussi, à partir de 1945, qui va commencer à écrire donc ses premiers textes. On va avoir évidemment quelqu'un d'exceptionnel, enfin pour moi, exceptionnel, qui a été Jean Rouge, à partir de 1946. Il annonce la dépendance de l'Algérie à partir de 1946. Bon, ça, mais lui, justement, comme je vous ai dit, il va faire des petits pas. Et ces petits pas sont décrits, justement, surtout à partir de, comme je vous dis, à partir de son journal, 55-62, et on se dit, mais pourquoi l'éditeur a-t-il changé témoin à charge? Pourquoi? Voilà. Il l'appelle la guerre d'Algérie vécue, la guerre d'Algérie vécue au jour le jour. Et c'est de là qu'on va voir comment se déplie, c'est comme une espèce de déroulé, comment est-ce qu'il va prendre conscience, et c'est quelqu'un qui n'écrit pas avec emphase, pas avec détour, son style, vous connaissez, il est très simple, mais il est direct. Donc là, par rapport à Camus, par rapport à Robles, par rapport à tout ce qu'il va penser de la France, et il le dit encore une fois sans phare, j'aurais pu mourir depuis bientôt 10 ans. 10 fois, j'ai pu détourner la menace, me battre à l'abri pour continuer de regarder ceux qui meurent, ceux qui ont souffert, ceux qui sont morts pourraient dire des choses et des choses. J'ai voulu timidement en dire un peu à leur place. Vous voyez, c'est vraiment cet homme, quoi. C'est quelqu'un qui va, donc petit à petit. Par exemple, sa prise de conscience, il nous l'a dit, les Algériens n'ont pas attendu le XXe siècle pour se savoir algériens. C'est bon pour certains quand même de le répéter ça. C'est bon pour certains. Voilà. La preuve, la meilleure preuve, c'est que tout de suite, on s'est groupé derrière les libérateurs. On s'est groupé parce qu'on s'est cru assez fort pour se battre ou mourir efficacement. On s'est groupé parce qu'on espère réussir, et non à la suite d'un phénomène miraculeux qui a ouvert soudainement les yeux, chuchoté aux oreilles le mot magique de patrie, gonfler le cœur d'un enthousiasme guerrier, entraîner les foules derrière un étendard flamboyant. Non, le temps de Jeanne d'Arc est passé. Le temps de Jeanne d'Arc est passé pour les Algériens, puisqu'il y a la Carina. Voilà, donc voyez un peu. Ensuite, il parle avec Robles, une discussion, Robles revient de Paris, il lui raconte longuement ce qui s'est passé avec Camus. Évidemment, Camus était obsédé par la surenchère des attentats, et les propos très durs. Donc, voilà. Alors, que dit Amrouche? Camus se refuse à admettre que l'Algérie soit indépendante, et qu'il soit obligé de rentrer chaque fois avec un passeport d'étranger. Lui qui est algérien. Il croit que le FLN est proprement impensable. Je crois fort bien, je crois fort bien l'un et l'autre, mais je voudrais qu'ils me comprennent aussi, qu'ils nous comprennent, nous qui sommes si près d'eux, à la fois si différents, qu'ils se mettent un instant à notre place. Ceux qui sont chargés de veiller à la souveraineté de la France dans ce pays m'ont toujours traité en ennemi depuis le début des événements. Tout en me traitant en ennemi, ils voudraient que j'agisse en bon compatriote français. Même pas. Ils voudraient que je les serve, tel que je suis, simplement par reconnaissance, vu que la France a fait de moi un instituteur, un directeur de cours complémentaire, un écrivain, vu qu'elle me verse une grosse mensualité qui me permet d'élever une famille nombreuse. Simplement, on me demande de payer une dette. Comme si tout ce que je fais ne méritait pas salaire. Comme si mon instruction était un cadeau généreux qu'il ne m'a coûté que la peine de tendre la main pour le cueillir. Comme si ce talent d'écrivain dont je suis un peu infatué était un autre cadeau, involontaire cette fois, mais non moins généreux, destiné de toute évidence à défendre la cause de la France au détriment des miens qui ont peut-être tort, mais qui meurent et souffrent dans le mépris et l'indifférence des nations policées. Simplement, on me demande de mourir, et là je trouve ça formidable, de mourir en traître, moyennant en quoi j'aurais payé ma tête.
C'est invraisemblable. Voilà. Le silence embarrassé de Robles, qui est aussi malheureux que lui, aussi malheureux que lui, ne l'empêche pas de conclure par une constatation lapidaire. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, j'aimerais dire à Camus qu'il est aussi algérien que moi, et tous les Algériens sont fiers de lui, mais aussi qu'il fut un temps très lointain où l'Algérien musulman, pour aller en France, avait besoin d'un passeport. C'est vrai que l'Algérien musulman, lui, ne s'est jamais considéré comme français et qu'il n'avait aucune illusion. Donc, vous voyez, voilà, c'est des choses qui sont... Et puis en plus, moi, je prends ce journal, je le prends au sérieux. Pourquoi? Parce que il n'était pas... C'est un journal qu'il cachait sous ses cahiers d'écolier pour qu'on ne le trouve pas. Il savait très bien ce qu'il y avait dedans. Parce que très tôt, il avait dit il y a un divorce entre la France et l'Algérie. Mais au fait, ils ne sont jamais mariés. Tu vois, donc, vous voyez, c'est pas fait, il ne l'a pas édité. Donc c'est d'autant plus vrai, c'est-à-dire qu'il avait un rapport intime à son journal, il avait un rapport intime à cette guerre. Tous les matins, il écrivait tous les jours. Donc vous voyez, et là, c'était ça finalement. On voit un peu le processus, et puis il raconte, comment dirais-je, dis-moi le gars à qui on a jeté des tomates. Vous voyez Coty? Non, l'autre. Bon, bref. En tout cas, il raconte, il dit, il voit les gens. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il avait aussi un regard qui était un regard d'ethnographe dans la mesure. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas littéraire. Hein. Dans la mesure où il dit, bon, voilà, on a jeté des tomates sur 4 trous. 4 trous, voilà. Dire les petits sur 4 trous. Alors il dit, voilà, exactement. Alors, donc il y va. Il dit, mais finalement, les gendarmes, ils ne bousculent que les Algériens. Tu vois, ils ne suspectent que. Mais les autres, c'était le même désordre, c'était la même. Donc c'est à partir de ces faits-là qui, lui, c'est vraiment un enquêteur qui, à partir de là, a essayé de livrer une pensée, mais réelle. C'est pas du tout idéologique. Je ne sais pas comment vous l'expliquez. Donc c'est dans une lucidité extraordinaire. Comme d'ailleurs il le dit, il n'était pas d'accord, voilà, des fois dans le bled, les FLN aussi, il venait, il n'était pas sûr que le type ait fait quoi que ce soit. Il le prête, il dit mais ça c'est pas juste, il ne faut pas qu'il fasse ça, je comprends. Donc voilà, donc il était vraiment, il essayait. Mais sur la question nationale, moi, dans son journal, elle était là dès le départ. Dès le départ, il dit, d'ailleurs, si on le lit aujourd'hui, on va l'accuser peut-être. Lui, il dit de toutes les façons, la situation est telle, il n'y a que la violence. Un peu comment. Et il assumait complètement, même si on peut reprendre la violence, les Algériens ne pouvaient sortir de là que par la guerre parce qu'ils ne supportaient pas l'état d'humiliation dans lequel se trouvaient les Algériens. Alors, bon, on laisse tomber. Ensuite, alors donc par rapport à Camus, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la peste? Il dit ceci. Comment est-il possible que dans son Algérie, il n'y ait pas d'arabe ni de kabyle? Alors qu'est-ce qu'il lui écrit hein? J'ai lu la peste, j'ai eu l'impression d'avoir compris votre livre comme je n'en avais jamais compris d'autres. J'avais regretté que parmi tous ces témoignages, il n'y eut aucun indigène et qu'Oran ne fut à vos yeux qu'une banale préfecture française. Oh, ce n'est pas un reproche. Je pense simplement que s'il n'y avait pas ce fossé entre nous, vous nous auriez mieux connus, vous seriez sentis capables de parler avec nous, avec la même générosité dont bénéficient tous les autres. Je regrette toujours de tout mon cœur que vous ne connaissiez pas suffisamment, et que nous n'ayons personne pour nous comprendre, pour nous aider à nous connaître nous-mêmes. Voilà, donc il écrit quand même à Albert Camus, et il ne s'en cache pas, voilà. Et il disait la même chose à Robles, mais simplement sachez que Robles a par la suite changé d'état, puisqu'il va être parmi les libéraux, et il va se rapprocher du FLN, et un jour, ça je vous le dis, et c'est vrai, c'est Robles qui me l'a dit, en parlant justement de la création de l'espoir, alors il lui dit, il va donc essayer d'attirer Camus. Écoute, viens avec nous, il y a Bonjean, il y a tous les Français, et noirs ou non, qui étaient favorables à l'Algérie. Alors, et que lui dit Camus, mais écoute, méfiez-vous. Moi j'ai peur qu'il y ait des gens du FLN.
Alors il me dit, mais je lui ai dit, mais Albert, nous sommes tous FLN. Et voilà. Et je lui ai dit, ça quitte pas, nous sommes tous FLN. Je ne sais pas vers quelle année il a fait, mais en tous les cas, il le. Voilà. Alors là aussi, ça je vous le dis, ça m'a fait un peu. Voilà. Alors, donc il répète, Camus est venu hier soir, nous sommes restés 2 heures à bavarder en toute simplicité, en toute franchise. Je me suis senti avec lui aussi immédiatement à l'aise qu'avec Robles. Il y a eu en lui cette chaleur fraternelle qui se moque éperdument des effets et des formes. Sa position sur les événements est celle que je posais, rien de plus humain. Sa pitié est immense pour ceux qui souffrent, mais il sait hélas que la pitié et l'amour, oui, n'ont plus aucun pouvoir sur le mal qui tue, qui démolit, qui voudrait faire table rase et créer un monde nouveau où seraient bannis les timorés, les sceptiques et tous les lâches ennemis de la vérité nouvelle ou de l'ancienne vérité rénovée par les mitraillettes, le mépris et la haine. Voilà. Donc moi, si vous voulez, quand je le dis, je me dis, mais écoute, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas vu ça? Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas étudié? Et voilà, donc voilà, je m'excuse, ce sont mes sentiments, mais je pense que mes sentiments sont fondés. Et alors, il se moque de lui, mais alors, quand Camus dit, eh ben d'accord, je vais accepter, hein, à condition que l'Algérie soit une fédération helvétique, et puis il lui dit, voilà, mais lui, mais franchement, mais lui, ils s'en moquaient presque. Alors qu'est-ce qu'il va dire là? Peut-être que ça va vous choquer aujourd'hui, parce qu'on est en 2000, bientôt en 2025, et qu'est-ce qu'il dit? Là, dussions-nous souffrir davantage, une fois arraché l'indépendance, dussions-nous subir la dictature des ambitieux ou des fanatiques? Nous sommes vraiment à bout, prêts à nous jeter dans les bras d'un tyran, pourvu que ce tyran soit en même temps le libérateur. Là, c'est vraiment, voilà, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient à bout. Ils étaient à bout. Voilà, pourvu qu'on soit chez nous, qu'on soit nous-mêmes, eh bien, c'est pas grave. On accepte nos dictateurs, on accepte nos tyrans, parce que, ben, on est dans notre pays. Donc c'est ça. Et c'est tout ça qui va le distinguer, justement. Il reste très ami avec Camus, attention. Il reste très ami jusqu'à la fin. Même mort, il dit toujours les mêmes choses. C'est pas possible. Voilà. Et on est né dans un même pays, mais est-ce qu'on peut vivre dans un pays où on ne se connaît pas? Il y a une méconnaissance du peuple algérien. Il y a une méconnaissance de ses conditions de vie. Alors, donc, pour moi, si vous voulez, je reviens donc au livre, pour moi, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'on cesse, si vous voulez, d'analyser nos intellectuels, nos écrivains, avec, comment dirais-je, avec des œillères. Ils sont multiples, ils se battent sur plusieurs fronts. Tu vois, quand tu lis, pour connaître Dib, il faut lire toute l'œuvre. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Dib du début et le Dib de la fin, ce n'est absolument pas la même chose. Et c'est quelqu'un qui va faire du chemin, quelqu'un qui va réfléchir, quelqu'un qui va avoir des positions distanciées par rapport à l'Algérie et surtout par rapport à la France. Donc moi j'ai assisté à, comment dirais-je, dites-moi le nom, à une thèse soutenue par un Sanson justement sur Dib. Il y a des choses encore à revoir. J'ai toujours considéré, par exemple, que Camus, donc statutairement, pas par rapport au prix Nobel, il n'était pas supérieur à Dib. Et Dib, normalement, à l'époque, il était aussi français que Camus. Aussi français que Robles. Vous voyez? Donc ces discriminations, ces distinctions, en fait, elles sont beaucoup plus anciennes. Robles n'est pas un Français. Il est devenu français. C'est un francophone exactement comme nos écrivains. Sa mère, il parle espagnol. Vous voyez? Et eux aussi, justement, parce que je travaille sur cette période-là, les Espagnols aussi ont mis du temps pour devenir français. Ils avaient souffert de discrimination. C'est à partir donc, des années 40 qu'on a commencé à regarder du côté des Espagnols. Pourquoi? De les intégrer. Pourquoi? Parce que ça grossissait le monde des intellectuels en Algérie. Intellectuels français, hein, je veux dire. Alors, donc, moi, j'ai dit ça en pleine soutenance. Et pour moi, Dib méritait le Nobel autant que Camus. Et tous les deux, ils sont situés dans la même situation. Voilà. Donc, ce sont aussi mis.
tous ces gens-là, c'était à l'époque des étrangers à l'Algérie. Ils se sont formés ici, ils ont produit ici. Ouais, l'œuvre de Camille est produite en Algérie. Voilà. Et d'ailleurs, lui-même, on ne le connaît pas non plus assez. Quand il arrive en France, il se sentait étranger. Hein. Il se sentait étranger parmi les intellectuels français. Il dit, moi, je ne suis pas comme eux. Je viens d'ailleurs. Alors c'est cet ailleurs-là aujourd'hui qu'il faut analyser et qu'il faut reprendre. Voilà, oui, s'il y a des lois, si l'Algérie était un département français, je ne vois pas pourquoi est-ce que Mamri, Kater, Dib, pourquoi on les met dans les francophones. Jusqu'en 70, ils étaient français à ma connaissance. Bien. Voilà. Et ça, c'est pour les discriminer. Vous voyez? Et donc, alors, je reviens à mon père Raoul, mais c'est vraiment important et intéressant de repenser tout ça. Je pense aux jeunes intellectuels d'aujourd'hui qui sont sur le champ littéraire, qui veulent exister, c'est normal. Mais on ne peut pas exister si on ne connaît pas tout ce background, toute cette souffrance algérienne. Parce que, alors je vous cite un exemple kabyle qui est très très génial. Les Kabyles, donc ils faisaient des cercles de poètes. La poésie se transmettait, il y a des grands maîtres, il y a Arboro, et... Alors, donc pour devenir poète, tu dois apprendre toute l'œuvre de ton maître. Et le jour où tu es élu, tu dois savoir par cœur l'œuvre de ton maître et produire plus, c'est-à-dire produire l'inédit. Vous voyez? Et là aujourd'hui, moi ce qui me choque, c'est chez ces jeunes intellectuels, chercheurs, écrivains, tout ce que vous voulez, ils coupent. C'est pas possible. C'est une chaîne. Le savoir, en tous les cas chez les Kabyles, mais je pense que partout c'est pareil, puisque la culture est la même, c'est une chaîne, comme l'initiation, comme la mystique, c'est pareil. Et là, je ne comprends pas que les jeunes intellectuels d'aujourd'hui ne fassent pas ce travail de connaissance de la mémoire et du chant des écrivains et des intellectuels algériens. Comment est-ce qu'ils se sont formés? Et là, quand on les met ensemble, je vous assure, il y a des... Alors là, Mamri Dib s'adorait. Et je vous dis, c'est Mohamed Dib qui a donné un titre extraordinaire à Jean Rouge, il a appelé l'Algérien universel. Vous savez ce que ça veut dire? Il est algérien, profondément algérien, mais ça n'empêchait pas de penser le monde, de s'inscrire dans le monde. Et pourquoi? Parce qu'il faut partir d'une réalité. On ne peut pas se déraciner comme ça, c'est pas possible, et dire, bon voilà, moi je vais devenir demain, je peux écrire, je sais écrire, devenir une écrivaine espagnole ou chilienne, c'est pas possible. Donc on vient de quelque part, on a été formé par une réalité, et c'est en réglant la question avec cette réalité-là qu'on peut avancer. Alors donc, rapidement, je vous disais, donc il a dénoncé la torture, le viol en Kabylie des femmes, oui, et donc évidemment tout ce qu'on fait vivre aux enfants, parce que lui il est dans la Colombier, c'est une école indigène, voilà. Donc tout ce que les enfants, pour lui, je sais pas, il avait déjà une éducation, comment dirais-je, oui, il avait déjà pensé la transmission, mais qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants? Quelle éducation leur donner? Vous voyez? Et pour lui, sauver les enfants, c'était déjà en grande partie sauver l'Algérie. Sauver l'Algérie de demain. Et là, je le retrouve chez lui, je le retrouve aussi chez des appelés français. De gauche ou comment dirais-je, chrétiens, démocrates chrétiens. Et alors, donc, il y en avait qui m'avait raconté, il dit que j'étais très content de faire l'école dans des camps de regroupement. Et puis il me dit un jour, un gars qui rentre avec le djellaba, il rentre, et puis il me laisse un papier. Merci de nous éduquer, les Algériens de demain, c'était un accusatoire. C'est bien sûr que lui, il était pour la défense. Donc vous voyez, c'est un discours qui existait, qui traversait la société, et beaucoup de gens, donc Mouloud Ferraoun, comme certaines infirmières algériennes, avaient donc ce sens de la prise de conscience, ce sens d'éduquer le peuple de demain. Et même dans les centres sociaux, ça existait. Ça existait, évidemment, parce que les centres sociaux, c'était évidemment la majeure partie, c'était soit des chrétiens, soit des gens qui étaient communistes et qui travaillaient dans ce sens-là. Et c'est pour ça là-dessus ces inspecteurs des centres sociaux, parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et que c'était vraiment libérateur.
Donc voilà ce que je peux vous dire, mais je peux encore continuer. L'intérêt justement de relire à chaque fois les œuvres en le remettant dans leur contexte de production, contexte politique, contexte culturel et bien évidemment contexte social. Ferraoun n'était pas destiné à faire ce qu'il devait faire. Mais la traversée de ce chemin ardu a fait qu'il a pris conscience de la réalité en l'observant et de la réalité en la rendant. Et en la rendant évidemment au niveau politique. C'est éminemment politique ce qu'il a écrit. Et cette mémoire de la guerre d'Algérie, donc on la retrouve chez lui, voilà, chez le plus humble, chez l'homme du terroir. C'est pas du tout un intellectuel comme d'autres. Hein. C'est pas du tout. Voilà, il est resté l'homme du terroir et il est mort l'homme du terroir et il a porté donc voilà sa vision de l'Algérie. Voilà. Mais je ne peux pas tout vous lire, mais vraiment, voilà, son truc c'était l'indépendance, l'Algérie, voilà. Et cette inquiétude de l'Algérie de demain. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous êtes